Qui ne connaît pas la Patrouille de France? Créée officiellement en 1953, ils ont volé sur F-84, sur Ouragan, sur Mystère 4, sur Fouga et depuis 1981 sur Alpha Jet. L'Alpha Jet, c'est un succès franco-allemand avec plus de 512 exemplaires vendus, 16 pays utilisateurs, que ce soit l'Égypte, le Maroc, la France forcément, anciennement la Belgique, le Nigeria, le Qatar, la Thaïlande, le Togo, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et même des utilisateurs civils à l'heure actuelle comme le Canada, les États-Unis ou l'Autriche. Ce petit biréacteur qui a deux moteurs Larzac de 1 tonne 4 de poussée pèse entre 3 tonnes 4 et 7 tonnes 2 et aujourd'hui nous allons voir ce petit biréacteur qui le 25 juillet 2019 a eu un souci au niveau de son frein gauche, ce qui a amené Athos 2, membre très expérimenté de la Patrouille de France, à sortir de piste à Perpignan et à s'éjecter afin d'éviter de finir sur une route départementale. Bien, je vous présente notre partenaire sur cette vidéo. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques, et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits. Et en ce moment, eh bien, vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Vous allez voir comment cet événement aéronautique qui se termine bien pour le pilote, même s'il a été blessé, est une succession de petites choses que, quel que soit votre niveau d'expérience, l'entraînement régulier aux procédures de secours est indispensable. Jingle. Roger ball. C'est le plein mois de juillet, la Patrouille de France est en pleine saison, ils ont énormément de représentations. Il est 8h30 le 25 juillet 2019. Les 8 pilotes de la Patrouille de France se retrouvent à Salon-de-Provence sur la base aérienne 701 où ils sont basés. Leur objectif aujourd'hui, c'est d'écoler, aller faire une reconnaissance d'axe au large de Saint-Cyprien, puis se poser sur le terrain de Perpignan. Le terrain de Perpignan, il est très connu dans l'aviation, notamment grâce ou à cause de l'aéropostale. L'aéroclub du Roussillon, il est né en 1910 et derrière, vous avez eu Mermoz, vous avez eu Costebon, vous avez énormément de pilotes qui ont utilisé ce terrain pour partir vers l'Afrique du Nord. De nos jours, vous avez une piste principale, la 1533 de 2500 mètres sur 45 mètres de large et des compagnies aériennes telles Ryanair, Transavia, Volotea, ASL, ou Aer Lingus utilisent cette plateforme. À 9h05, l'équipage se réunit et ils vont faire le briefing. Chaque pilote va aborder une thématique particulière. C'est extrêmement rythmé, extrêmement cadré au sein de la Patrouille de France. Un des pilotes, le numéro 9, car il y a 9 pilotes à la Patrouille de France, une quarantaine de mécaniciens, est parti en échelon précurseur, a décollé à 8h30 et s'est posé à 8h50 à Perpignan. Il va rejoindre le point central pour pouvoir guider et débriefer la patrouille lors de sa reconnaissance d'axe. Les 8 Alpha Jet décollent à 10h05, mettent le cap vers l'ouest et se rendent vers la région de Perpignan. Ils ont un créneau de 10h45 à 11h20 pour leur reconnaissance d'axe qu'ils font et ils reviennent, se présentent à Perpignan à 11h15 pour un atterrissage piste 33. La Patrouille de France, afin
d'accélérer la récupération de tous ces avions à une procédure particulière de poser qui peut être impressionnante quand on n'y est pas sensibilisé. Et les avions vont se poser très rapidement dans l'ordre numéro 8, numéro 6, numéro 5, numéro 7, numéro 2, numéro 4, leader et 3. Chacun va se poser sur une demi-bande. Donc la piste fait 45 mètres de large, vous ne vous posez pas sur la ligne médiane. Le premier avion se pose à gauche, puis à droite, et ainsi de suite, en quinconce. Une fois que l'avion est posé, chaque pilote fait un test frein. Il va s'assurer que ses freins fonctionnent avant de relâcher et laisser l'avion décélérer de manière aérodynamique avant de dégager la bande rapide, comme on dit, se mettre sur la partie gauche. Ils vont se mettre sur la partie gauche de la piste qu'une fois que l'aéronef derrière a annoncé que ses freins fonctionnent. L'Alpha Jet numéro 146 se pose sur la demi-bande droite. Il a à peu près 130 nœuds de vitesse à ce moment-là et il va faire 2 petits tests au niveau de ses freins qui vont fonctionner. Il l'annonce donc à la radio, puis attend que l'aéronef derrière lui annonce à son tour que ses freins fonctionnent. À ce moment-là, avec une vitesse d'environ 50 nœuds en décélération, il vient se mettre vers la gauche afin de libérer la partie droite de la piste. Sauf que là, maintenant, il veut freiner et au moment où il freine, il se rend compte que son frein gauche n'est pas opérant. Il s'enfonce, mais ne fonctionne pas. Il se précipite alors sur le frein secours, une sorte de manette qui sert également à mettre le frein de parking, qu'il va tirer, et ça ne fonctionne pas du côté gauche, mais ça le déporte vers la demi-bande droite. Il annonce alors tout de suite à la radio qu'il a un problème de frein. Ses équipiers le regardent, se rendent compte que sa jambe de train gauche, son frein gauche est en feu, et lui annonce qu'il a le train en feu. Le leader de la patrouille annonce à la tour qu'il a un avion qui va faire une sortie de piste, et les secours sont prévenus. L'Alpha Jet sort de la piste, commence à faire du tout-terrain, se rapproche dangereusement de 2 routes, avec un talus, une pente en descente et un avion qu'il n'arrive pas à contrôler. Le pilote prend la décision de s'éjecter. Il a un petit peu de mal à attraper la poignée, donc il se penche légèrement vers l'avant, tire la poignée d'éjection, son siège part, bonne éjection à une 50aine de nœuds. Le pilote se retrouve sous voile extrêmement rapidement, il va passer 4,5 secondes sous voile, sa chaussure gauche est arrachée, il n'a pas le temps de retirer son pactage de sécurité qui est sous ses fesses, qui doit être séparé de manière manuelle, et il atterrit dans la garrigue. Il est blessé au niveau de l'épaule et au niveau de la colonne vertébrale. Le fait d'aller chercher vers l'avant sa poignée d'éjection et d'être poussé un petit peu par l'avion qui commençait à faire du tout-terrain n'a pas dû aider à prendre une bonne position d'éjection que l'on veut généralement être bien à l'arrière, la tête légèrement levée pour bien aligner le rachis. Les pompiers partent en intervention, décalent, comme on dit, en moins d'1 minute. 1 minute 30, c'est le temps qu'il leur faut après pour remonter la piste. Et ils arrivent sur la zone, mais l'aéronef est sorti de la zone d'aéroport. Il faut donc qu'ils passent par le portail pour accéder à ce qui s'appelle la ZVA, la zone voisine aéroportuaire où ils peuvent accéder. Et ils interviennent sur zone, ils éteignent l'incendie et une partie également part récupérer le pilote, qui va quand même bien. Il aura fallu moins de 6 à 8 minutes pour arriver sur place et ils sont renforcés par des pompiers de l'extérieur de l'aéroport, moment auquel ils vont se concentrer sur la zone aéroportuaire car il y a eu des départs d'incendie au niveau de la végétation entre la piste et l'aéronef qui est maintenant arrêté contre la route. Les pompiers se rendent compte que des pompes fonctionnent encore sur l'avion. Un commissaire militaire est présent sur place, il a une bonne connaissance de l'Alpha Jet, il va mettre la manette des gaz sur l'arrêt, elle était sur plein réduit, il va couper les bougies, couper les feux, couper les pompes et baisser la barrette. Notre pilote éjecté fait 1m85, 80 kg, il a une grosse expérience de l'Alpha Jet, une grosse expérience militaire, déjà parce que pour pouvoir être à la patrouille de France, il faut être chef de patrouille, la plus haute qualification tactique chez les pilotes de combat, que l'on n'a pas par hasard. Il a 3120 heures de vol, dont 1050 d'Alpha Jet. Pourquoi 1050 d'Alpha Jet? Il a fait de l'Alpha Jet élève pilote. Ensuite, il est retourné à l'école de l'aviation de chasse, il est retourné à Tours en tant qu'instructeur, avant de devenir présentateur de l'Alpha Jet, puis d'arriver à la patrouille de France. Vous ne pouvez pas espérer avoir plus d'expérience sur l'Alpha Jet, ce n'est pas possible. L'avion de son côté a 2 fois plus d'heures de vol, les Alpha Jet commencent à avoir quelques années. Je vous rappelle que c'est un avion qui a fait son premier vol, le type Alpha Jet, en 1973 et a été mis en service en 1979. L'avion a donc 6606 heures de vol,
3.6, n'y voyez pas de signe du destin. Son moteur gauche à 3667 heures, son moteur droit 5259 heures, et comme je vous le disais, ce sont des Larzac. La NTI1, donc tout ce qui est l'entretien technique est réalisé à la Patrouille de France, et quand c'est la NTI2, donc des entretiens de plus haut niveau, ça doit se faire à l'ESTA de Cazaux. L'aéronef pèse 3850 kg, il avait besoin dans ces conditions de vol de 1800 mètres de piste, il a décollé avec 1960 litres de pétrole et se poser avec 410 litres. On veut toujours avoir une marge de sécurité s'il y a un souci pour pouvoir se dégager ou se dérouter sur un autre terrain. Les températures météo étaient de 30 degrés, une piste sèche, un vent du 0,80 pour 8 nœuds, 0,80 donc de la droite, légèrement travers, légèrement arrière, mais principalement travers. Et un vent assez faible quand même, 8 nœuds. L'avion a passé la route départementale 614 avant de s'arrêter juste avant la 117. Parlons un petit peu du système de freinage sur AlphaJet. Comme beaucoup de choses dans l'aéronautique, il est double. Vous avez le circuit hydraulique normal et le circuit secours, donc l'hydraulique 1 et l'hydraulique 2. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma simplifié, vous avez du réservoir, ce réservoir après envoie du liquide hydraulique, donc on a 4,7 litres d'hydraulique. Quand vous appuyez sur les freins, ce sont des freins individuels et différentiels, donc vous pouvez freiner à gauche, ça fait freiner à gauche, donc ça peut aider à faire tourner l'avion. Si vous freinez à droite, ça fait freiner qu'à droite, en circuit normal. Et pour éviter que ça freine trop fort, il y a un petit système qui s'appelle le Modi-Stop, qui est un boîtier de régulation. S'il sent que ça freine trop, il va relâcher, tout simplement. Donc il y a eu déjà par le passé des soucis avec le Modi-Stop. C'est pour ça que les pilotes de la Patrouille de France et les pilotes d'AlphaJet de manière générale sont assez sensibilisés aux sorties de piste. À la Patrouille de France, ils ont eu un événement 3 semaines avant, mais également plusieurs mois avant ça, un autre événement qui était principalement dû à des soucis de Modi-Stop. Si votre système normal ne fonctionne pas, vous avez le système secours. À partir de là, vous allez tirer en place avant ou en place arrière cette petite poignée. En tirant cette poignée, ce n'est plus un freinage différentiel, ça va freiner de la même manière des deux côtés et ça va être progressif. Si maintenant avec cette poignée vous faites un quart de tour, ça met une certaine pression, pas maximale, mais ça va mettre le frein de parking, il y aura donc une pression continue. Vous avez donc possibilité de freiner au palonnier ou de freiner de manière non différentielle avec le poignet secours. Maintenant, si vous avez le frein gauche qui ne fonctionne pas et que vous tirez avec le secours, ça va freiner à droite et votre avion va donc partir vers le côté. À forte vitesse, vous pouvez encore essayer de contrôler grâce au palonnier avec la gouverne de direction à l'arrière. En dessous de 50 nœuds, c'est illusoire de croire que vous pouvez maîtriser votre trajectoire au sol. Ça doit être fait avec le freinage différentiel. C'est pour ça qu'il y a cette redondance. Si ça ne marche pas, ça va être très compliqué de se diriger. Maintenant, imaginez qu'il y a d'autres aéronefs autour de vous, et c'est le cas avec la Patrouille de France. Forcément, grosse partie de votre charge mentale va être prise par essayer de ne pas percuter vos collègues devant vous. Le bloc frein sur AlphaJet ressemble à ça. Comme vous le voyez, il y a une plaque de poussée, il y a des pistons, en tout vous avez 8 pistons. Donc le circuit normal, il vient gérer sur 4 pistons qui vont appuyer cette plaque de poussée, qui vient faire pression sur les stators et les rotors qui sont retenus par la plaque de retenue. Ça porte bien son nom. Donc en fait, vous avez une plaque comme ça qui vient appuyer grâce à 4 pistons normaux et 4 pistons secours si vous utilisez le normal, comme ça, et ça vient donc freiner, créer de la friction entre les rotors et les stators, et ça vous fait donc décélérer. Si cette friction est trop forte, eh bien vous avez, comme on le disait, le petit système de Modi-Stop qui vient relâcher tout ça. Comme dans tout dans l'aéronautique, vous avez une procédure en cas de freinage défectueux. Cette procédure est très claire et elle doit être connue par cœur. C'est ce qu'on appelle dans l'armée de l'air les CAPS, Critical Action Procedures. Donc ce sont des actions à connaître par cœur, parce que le jour où vous en avez besoin, vous n'avez pas le temps de sortir la checklist papier. On a l'équivalent également dans l'aviation de ligne, dans certains cas. Donc en 1, c'est relâcher la pression sur les freins. Donc vous vous posez, vous faites votre test frein, tout va bien, maintenant vous voulez vous arrêter, vous rappuyez, ça ne marche pas comme prévu. 1, on relâche. 2, on va couper le Modi-Stop, qui n'est pas quelque chose qu'on va chercher d'habitude. Il faut donc bien connaître sa cabine pour avoir la mémoire musculaire d'aller chercher. C'est pour ça qu'avant d'être lâché, généralement, on fait un test yeux bandés. Vous avez les yeux fermés, on vous demande de toucher les boutons, et comme ça vous savez exactement aller toucher les boutons, même par exemple dans de la fumée de nuit. Donc 2, couper le Modi-Stop. 3, utilisez le freinage normal sans pomper. Donc on vous dit de retenter votre chance. Si nécessaire, utilisez le frein secours avec précaution. Là on vient tirer,
le frein secours. Ça, c'est la procédure. Les CAPS, tous les mois, l'officier en charge de l'instruction sélectionne certaines et vous devez faire un test écrit, vous devez montrer que vous les connaissez. Normalement, dans l'armée de l'air, 2 fois par an, vous passez également au simulateur où vous allez être testé sur votre gestion de panne. Dans l'aéronaval, sur Rafale, nous on passait tous les mois. Dans la ligne, c'est généralement 1 ou 2 fois par an, ça dépend un petit peu. Donc, il est indispensable de maintenir en permanence votre connaissance de ces CAPS. Typiquement chez Air Canada, quand on arrive le matin, il faut connaître ces CAPS et il faut savoir réciter les CAPS. C'est quelque chose d'indispensable, ça fait partie du standard, comme pour un pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, savoir monter la planche. Si vous ne savez pas monter la planche, vous n'allez pas partir en opération ce jour-là. C'est que vous n'êtes pas au niveau. Si vous ne connaissez pas vos CAPS le matin, par exemple un jeune pilote, on va le quizer sur ses CAPS, s'il ne les connaît pas, il ne va pas partir en vol. C'est le standard nécessaire pour savoir confier le matériel. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Il y a eu une fuite de liquide hydraulique sur le frein gauche. Et c'est le hydraulique 2, l'hydraulique secours, qui s'est mis à fuir et a donc envoyé du liquide hydraulique sur le frein, sur le bloc frein, et cela à cause d'un petit joint qui a été rompu au niveau du bloc. Ce qu'il faut savoir sur le liquide hydraulique, le H515, c'est qu'il a un coefficient de frottement qui est similaire, qui est très proche de celui de l'huile. Ça veut donc dire que si vous mettez du liquide hydraulique sur les stators, les rotors, ça va dégrader vos performances de freinage, mais ça va créer une élévation de la température. Ensuite, il a un point éclair, ce liquide, à 91 degrés. Donc à 91 degrés, si vous le mettez au contact d'une flamme nue, ça prend feu. Et il a un point d'auto-inflammation à 245 degrés. Augmentez la température ambiante à 245 degrés, votre liquide H515 va prendre feu tout seul. Et c'est exactement un de ces 2 cas qui s'est passé. Vous avez donc la fuite de l'hydraulique 2 sur la plaquette de frein, volonté de freinage, ça ne freine pas bien à cause de cette viscosité, il y a augmentation en température, soit une étincelle, ça peut arriver dans les blocs de frein, soit la température monte au-dessus de 245 degrés, inflammation au niveau de ce liquide hydraulique et donc la jambe gauche qui prend feu et des freins qui à gauche ne fonctionnent absolument pas. Derrière, notre pilote, il est accaparé par éviter ses camarades, ce qui est normal, grosse charge de travail prise par son souci de ne pas être tout seul sur la piste. Il y a beaucoup de monde devant. Il prend le choix de ne pas couper le modi stop parce qu'il préfère gérer sa trajectoire à ce moment-là et qu'il sait d'expérience qu'il y a peu de chances que ça ait un impact. L'enquête lui donne raison. Il n'a pas appliqué la procédure, mais ça n'aurait absolument rien changé. Après, par contre, derrière, il va tirer le frein secours et le laisser en position parking. Le fait de le laisser en position parking, ça a amené toute la bâche hydraulique à se vider, mais l'hydraulique 2 est donc retrouvé absolument vide, probablement à cause de ça. L'hydraulique 1 a également connu une petite chute, car normalement vous avez 4,7 litres et il n'y avait plus que 4,3 litres à bord. Encore une fois, ça n'a pas changé grand-chose aux événements. Néanmoins, cette non-application rigoureuse de la procédure ressort, et c'est quelque chose également qui est intéressant de voir, c'est que même avec énormément d'expérience dans la boutique, quand il y a quelque chose qui se passe mal, on va vraiment venir regarder à la lorgnette chacune des actions que vous avez faites, ce qui a tendance au quotidien à nous raligner vers cette fameuse intégrité, faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde, car on sait que même si des événements bien au-delà de notre contrôle arrivent, on va avoir une commission d'enquête qui va venir regarder tout ce qui se passe et c'est pour ça que c'est indispensable de ne pas avoir de regrets derrière et de toujours bien faire ces procédures, toujours bien être au standard, toujours être au niveau. En tant que pilote de chasse, vous réfléchissez à l'éjection en vol, vous réfléchissez à l'éjection basse altitude, si vous êtes à la patrouille de France, forcément à un abordage, à tous ces cas-là, mais s'éjecter quand on fait du tout-terrain avec un avion de combat, ce n'est pas vraiment quelque chose auquel on réfléchit régulièrement. Et on voit, grâce à ce retour d'expérience, que la situation n'est pas la même que, par exemple, en vol, vous vous en doutez bien. Mais le fait d'être propulsé un peu vers l'avant dans le siège à cause de la pente en sortant de la piste va avoir un gros impact sur votre position d'éjection, va avoir également un impact sur votre capacité à faire toutes les actions vitales et le fait de se poser avec d'autres aéronefs comme ça autour de vous va vous contraindre pour faire des checklists. Et là on touche un petit peu une dichotomie, celle que les avions de la patrouille de France et leurs équipages étant basés à Salon-de-Provence, ils n'ont pas accès au même dispositif d'entraînement aux situations non conformes que ce qui pouvait avoir lieu à Tours. Ils y passent donc moins régulièrement. Et bien qu'on ait les équipages les plus expérimentés de l'armée de l'air sur Alpha Jet à cet endroit-là, ce compte-rendu d'enquête met le doigt sur le fait
que vous devez en permanence vous entraîner à ces exercices et ces cas non conformes. Sinon, le jour J, ça va tellement vite, votre cerveau rapetissait tellement, votre charge de travail augmente tellement qu'il est illusoire de croire que tout va bien sortir dans l'ordre. Encore une fois, dans cet accident, ça n'aurait pas changé grand-chose de faire la checklist exactement comme sur le papier, mais on se retrouve avec un Alpha Jet qui n'avait pas le réacteur coupé en sortie. En éjection préparée en vol, vous voulez couper votre réacteur avant de sortir. Là, ce n'était pas le cas, ce n'a pas été fait. Il y a donc une poussée résiduelle au niveau du réacteur au moment de la sortie de piste. Et ce qui est intéressant dans l'aviation, c'est justement ce partage. Si c'est arrivé à un des pilotes de France les plus expérimentés sur Alpha Jet de sortir de piste avec le réacteur sur plein réduit, donc qui fournit encore un petit peu de poussée, eh bien ça serait arrivé à quasiment n'importe qui. Et il faut donc, avec beaucoup d'humilité, apprendre de ces retours d'expérience, essayer de se visualiser dans ce cas-là. Et pour vous, eh bien, en DR400, en ULM, en parachutisme, en deltaplane, essayez de réfléchir à ces différents cas-là et vous préparer mentalement à comment est-ce que vous réagiriez. Ça fonctionne également en voiture. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute et quelqu'un arrive en sens inverse. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines à Nice. C'était sur un pont, ça fait bizarre. Une personne s'était engagée dans la mauvaise direction. Heureusement, j'avais réfléchi en amont. Après, vous pouvez imaginer à du gibier, vous pouvez imaginer à l'éclatement d'un pneu pendant que vous conduisez. Tout ça, en fait, c'est l'état d'esprit que l'on amène à nos élèves pilotes. Et toute la difficulté, c'est quand on progresse dans la chaîne hiérarchique, on a de plus en plus de fonctions à assumer à côté. Fonction managériale en tant qu'officier, fonction technique également dans l'unité, et vous avez moins de temps à consacrer aux bases. Or, les bases sont indispensables, et même si avec 10, 15, 20, 30, 40 ans d'expérience, ça peut paraître un petit peu surfait, voire redondant, de réfléchir à comment réagir en cas de panne, à réfléchir à sa procédure, il y a une chose que l'aviation nous prouve, nous démontre, et nous rappelle à chaque accident, c'est que quel que soit votre niveau d'expérience, si vous n'êtes pas préactivé mentalement, vous n'allez pas pouvoir performer à 100% de vos capacités. Et c'est un des points qu'évoque justement le bureau enquête-analyse, avec le fait que toutes les phases de décollage sont extrêmement bien briefées à la patrouille de France, mais toutes les phases d'atterrissage sont forcément moins briefées, là où un équipage d'avion de ligne va prendre le temps de briefer son approche, son atterrissage. Dans la patrouille de France, vous vous doutez bien qu'ils sont en vol les uns à côté des autres, et c'est indispensable, en tant que pilote, dans un coin de sa tête, de se préactiver mentalement pour la fameuse étape d'après. Personnellement, quand je pilotais un avion de chasse ou autre, on m'avait formé à réfléchir à quelle est l'étape d'après, et même si je travaille tout seul dans ma cabine, à me faire un auto-briefing. Faites-vous ces auto-briefings, cette préactivation mentale sur l'étape d'après, c'est quoi la mission, c'est quoi le moyen, c'est quoi la météo, ou c'est quoi les choses qui doivent arriver, et ça vous permettra de mieux réagir si un événement non conforme arrive, car in fine, ce que l'on ne veut pas, c'est être surpris. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Profitez bien de la Patrouille de France sur la prochaine saison. J'ai eu la chance de les voir à la Ferté-Alais. C'était absolument merveilleux pour leurs 70 ans. Si vous passez dans la région de Salon-de-Provence, n'hésitez pas à aller les voir. Ça s'entraîne généralement aux alentours de midi. C'est la fierté française, la fierté de l'aéronautique. C'est pas facile de piloter tous les uns à côté des autres comme ça. Et spoiler alerte, ils pilotent les extérieurs par transparence par rapport au leader. On pourra en reparler un jour si vous voulez. Allez, fly safe. Conflict of Nations, vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits et en ce moment, eh bien, vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien.